Donc bonjour, je m'appelle Emmanuel Forsens, j'ai commencé ma carrière, faut que je suis essoufflé parce que je suis monté à redescendre. J'ai commencé ma carrière en 86 comme programmeur chez Infogrames et je dirige aujourd'hui la FJV, l'Agence française pour le jeu vidéo. Et j'ai 5 minutes pour vous parler de l'évolution des métiers du jeu vidéo. Alors, l'industrie du jeu vidéo a évolué au rythme des évolutions, aussi bien technologiques que d'usage, et les métiers se sont adaptés à ces évolutions. Donc, vous en aviez parlé tout à l'heure, les programmeurs. Donc, en 80, les programmeurs règnent en maître sur le jeu vidéo. Et il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs ne laissent pas beaucoup de possibilités au graphisme ou aux musiciens. C'est l'image de Lode Runner sur Apple II en 1983. Donc effectivement, vous voyez que globalement, il n'y a pas besoin de graphistes, il n'y a pas besoin de musiciens, et en gros, les programmeurs font à peu près tout. Donc oui, on peut faire des jeux tout seul. En 85, les premiers ordinateurs 16 bits apparaissent. Les plus anciens d'entre nous se remémoreront avec nostalgie l'Atari ou l'Amiga. Et grâce à ces merveilleuses machines, les musiciens et les graphistes commencent à exprimer pleinement leur talent. Les voyageurs du temps sur Amiga. En 90, au début des années 90, il y a une petite révolution qui secoue le monde du jeu vidéo. Le CD-ROM fait son entrée et on passe de 720 kilo-octets par disquette à 650 mégaoctets pour un seul CD-ROM. Et on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout cet espace. Et c'est là que les scénaristes entrent en jeu et deviennent des game designers. Les programmeurs qui assuraient jusque-là le rôle de concepteur retournent à leur métier d'origine et se concentrent sur le code. 1995, c'est la sortie de la PlayStation 1 en 1995. Et c'est là que la 3D temps réel s'impose définitivement dans le jeu vidéo. Il n'existe pas encore, toujours pas, d'école, même si vous avez dit qu'il y avait des écoles, mais c'était plus des écoles de multimédia. Il n'y a pas d'école, même en 1995, qui forme directement au métier du jeu vidéo. Et les graphistes doivent apprendre par leurs propres moyens en achetant des livres sur 3D Studio. Il n'y avait pas non plus Internet. Enfin, si, il y avait Internet, mais on n'y avait pas accès. Et une nouvelle catégorie de programmeurs voit le jour, les programmeurs 3D. Puisque la 3D, c'est quelque chose de très particulier. 2010. Internet s'impose petit à petit dans le jeu vidéo, a commencé avec World of Warcraft en 2005, puis la sortie de l'iPhone en 2007, permettra la création d'un nouveau business model, le free-to-play. Mais puisque les jeux sont gratuits, il va falloir convaincre les joueurs d'acheter des épées magiques et des boules de gomme pour Candy Crush, et ça, ce sera le travail des analystes de données. Si les premiers jeux vidéo ont été réalisés par des équipes dont les membres se comptent sur les doigts d'une main, voire sur les doigts d'un doigt, les jeux d'aujourd'hui sont réalisés par des équipes pouvant compter plusieurs centaines de personnes. Chaque membre de l'équipe se voit donc confier une tâche extrêmement précise et pointue. Les métiers deviennent hyper spécialisés. Voilà, on arrive en 2020. Les programmeurs sont devenus des programmeurs gameplay, IA, moteur, outils, user interface, R&D, build and release, etc. Si certains de ces métiers vous semblent obscurs, je vous invite à consulter le portail de l'emploi de la FJV, autopromo, puisque tous ces intitulés de postes proviennent de postes qui sont actuellement à pourvoir. Je ne les ai pas inventés. En 2020, les graphistes travaillent aussi bien sur ordinateur que sur papier, en 2D ou en 3D, à la conception ou à la production, à la gestion de l'éclairage, à la création de véhicules hyper réalistes, ou encore à la gestion de particules pour la création d'effets spéciaux. En 2020, les musiciens, créateurs de chiptunes, sont bien loin. Le son et la musique ont pris autant d'importance que l'image dans le jeu vidéo. Et on travaille aujourd'hui aussi bien avec des acteurs de doublage célèbres qu'avec des orchestres philharmoniques. Les game designers. En 2020, la famille des game designers s'est largement agrandie. Il y a ceux qui s'occupent du level design, du scénario, de la monétisation, de l'ergonomie, des dialogues.
Bref, ici encore, les game designers sont devenus hyper spécialisés. Et même pour ce très jeune métier d'analyste de données, les offres d'emploi deviennent super pointues. Certains s'occuperont de l'acquisition de nouveaux joueurs, tandis que d'autres s'occuperont de la monétisation, d'autres encore de la gestion plus globale des KPI. Les KPI, c'est Key Performance Indicator. Et pour finir, nous avons très rapidement survolé les principaux métiers de la création. 5 minutes. Mais nous avons évidemment passé sous silence bon nombre d'autres métiers, dont la localisation, le community management, l'acting, la motion capture, les métiers du management, la communication, le marketing, la distribution, les ressources humaines, l'e-sport et bien d'autres que je n'ai pas cités ou qui n'existent pas encore. Voilà, j'ai tenu 5 minutes, pas mal. Bertrand. Oui, ben on passe à la suite. Merci de ce petit rappel. Il y a quelques métiers, hein, on a vu, qui ont été oubliés, qu'on avait cités dans la liste de 95, tout ce qui concerne des dialogues, des choses comme ça, des métiers d'écriture. En fait, enfin, j'ai peut-être pas bien vu dans la liste, hein, mais ils existent toujours. Alors normalement, cette partie-là s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Oui, là, non, avant à la table ronde, il y a bilan et perspective. Alors bon, je vais pas vous faire le bilan du CNJV, mais par contre, j'avais envie en fait de faire revenir sur la scène quelques personnes qui étaient venues dans les éditions précédentes et qui avaient eu l'occasion de s'exprimer. En particulier, je reste dans la lumière. Je suis la lumière. Manifestement, ça suffisait pas quand même. Oui, donc, je me remets dans cette lumière-là, voilà. Je vais me mettre à la table, comme ça encore c'est mieux, vous voyez. Hein, effectivement, excusez-moi pour ceux qui nous suivent sur les images. Oui, donc, j'avais envie de faire revenir sur la scène quelques personnes qui étaient intervenues dans les années précédentes, juste pour faire un petit point très rapide sur ce qui s'était passé depuis l'année dernière. En gros, l'année dernière, on avait fait intervenir l'association MO5. Bon, Philippe Dubois n'a pas pu venir à cause des transports, mais on sait qu'ils ont eu une actualité assez riche. Et puis, je vais demander à Benoît Moreau, qui était venu pour la Ludothèque française, de venir dire un petit point sur lequel ils en sont actuellement, puisqu'ils avaient travaillé avec Joseph Redon sur un travail en essayant de dupliquer en France ce qui se faisait, ce que Joseph faisait au Japon, en fait. Donc c'est intéressant rapidement d'en parler maintenant. En tout cas, savoir si c'est ce qui s'est passé cette année pour eux, et puis aussi à Abandonware qui était venu l'année dernière, pareil, pour dire un peu qu'est-ce qui s'est passé cette année, puisqu'on l'a fait tout à l'heure pour le CNJV. On est vraiment, nous, dans une logique justement partenariale avec toutes les associations qui sont complémentaires avec ce qu'on fait. Voilà, donc tu as quelques minutes pour faire le point. On laisse que tout le monde arrive sur la scène pour commencer. Voilà. Enchanté. La dernière fois, c'était Joseph. Alors, donc moi, Benoît Moreau, la Ludothèque française. J'ai pas de présentation. Moi non plus. Parfait. J'ai un papier. Un truc de plus. Voilà. Je me suis un peu préparé parce que je suis toujours un petit peu tendu quand je parle devant la foule, même si je vous vois pas du tout. Merci à la lumière. Donc, la Ludothèque française, très brièvement, c'est une nouvelle initiative qui a été lancée il y a 2 ans, une initiative de préservation qui s'ajoute à toutes les initiatives existantes, tout en étant différentes. Nous, on n'est pas intéressé par les collections de jeux vidéo, on n'est pas intéressé par le matériel, on est intéressé par les jeux vidéo eux-mêmes. Ce que l'on veut faire, c'est tous les préserver, tous les sauvegarder, reprendre tout le travail à zéro. Il y a actuellement de nombreux sites de ROM où on peut trouver des jeux, des sites qui sont extrêmement complets, Abandonware entre autres, que j'utilise moi-même de temps en temps. Cependant, malheureusement, de temps en temps, c'est comme des jeux qui ont été un petit peu piratés, on a un petit peu viré toutes les protections. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment le jeu original, avec ses protections, une copie parfaite de la disquette ou de la cassette. Donc pour ça, il y a des outils qui existent, mais ils ne sont pas parfaits. Nous avons développé un nouvel outil de préservation de disquettes, qui est actuellement en cours de test, c'est un petit appareil avec un logiciel.
On va bientôt le rendre public et il sera en open source. Point très important, contrairement à d'autres solutions. Donc, si tout va bien, vous pourrez nous rejoindre incessamment sous peu dans une préservation refaite à zéro des jeux vidéo. Nous, ce qui nous intéresse également le plus, c'est les jeux vidéo français. Alors, les jeux vidéo français, c'est... Enfin, il y en a énormément. On peut penser qu'il y en a 200, 300, 400. Actuellement, on est à 3000 jeux vidéo français référencés, période pré-CD-ROM. Donc rien qu'en disquette ou en cassette, on a déjà plus de 3000 jeux qui existent. Et là, je ne parle pas du Minitel, parce que c'est quelques milliers de jeux supplémentaires. Je ne parle pas de l'arcade ni des petites machines. On a commencé à se renseigner, mais les jeux sur die, il y en a. Des jeux sur Laserdisc, il y en a. Des jeux en arcade, il n'y a pas que le Bagnard, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a de nombreux jeux français en arcade. Voilà. Donc nous, on a créé un listing qui est prêt. On est en train de le finaliser parce qu'on est en train de se taper dessus en interne. Est-ce qu'un jeu doit s'appeler Le Sixième Sens ou Sixième Sens, entre parenthèses, le? Mine de rien, c'est du boulot. Dans quelques mois, on va rendre ce listing accessible à tous. Gratuitement, bien évidemment. On est également en train de travailler sur une base de données qui est, elle, plutôt destinée aux chercheurs. Les chercheurs, on leur donnera accès aux jeux vidéo préservés, puisqu'on ne va pas les mettre en libre service. On leur donnera accès à des données qui sont aussi pointues que l'épaisseur du papier d'une jaquette. Ça a son importance, mine de rien. Voilà, que dire d'autre ? On est en train de faire des manuels qu'on va mettre aussi en libre service. Comment numériser une jaquette de jeux vidéo en 1200 dpi et la retoucher après sur Photoshop. Un travail hautement passionnant qui prend des heures, mais on va permettre à tout le monde de pouvoir faire ce travail. Et dernier petit point, on travaille sur la préservation des cassettes. Actuellement, les cassettes, on utilise un magnétophone assez basique. Une cassette qui a été utilisée de nombreuses fois, on peut perdre des données. Donc on a investi dans des têtes 8 pistes. C'est des lecteurs cassettes qui datent des années 80. On en a acheté au Japon, ça coûte la peau des fesses. On va les démonter tout simplement pour récupérer la tête. Et on espère bientôt pouvoir refaire une préservation de cassettes parfaite. Pourquoi 8 pistes? Parce que quand vous lisez une cassette sur le milieu, vous abîmez le centre de la piste. Enfin, vous abîmez le centre de la bande. Alors que sur les côtés de la bande, vous avez peut-être une version en parfait état. Donc l'avantage du 8 pistes, comme vous lisez 8 fois la même bande, en comparant les différents côtés de la bande et en faisant une lecture en simultané dans les deux sens, on pourra reproduire à l'identique les cassettes telles qu'elles sont sorties. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. On a un site internet, ludotech.fr, il n'y a absolument rien dessus si ce n'est notre logo et un formulaire de contact. Merci. Et on demandera de l'argent l'an prochain. Merci. Alors bonjour, nous on était venus il y a 2 ans au colloque, donc Bertrand nous avait invités pour présenter notre activité. Bon, on nous connaît surtout pour la présentation de jeux vidéo sans forcément l'accord des ayants droit. Mais au-delà de ça, oui, on essaye de rendre accessibles les anciens jeux vidéo en proposant ce qu'on a appelé des installations automatiques et de permettre à tout le monde, sans connaître les anciens systèmes, de pouvoir jouer à ces vieux jeux sur sur Windows 10 par exemple. Là, on a fortement amélioré nos techniques, ce qui fait que maintenant on peut émuler facilement et automatiquement des jeux de Windows 95 ou Windows 98. Donc ça a été une des améliorations. Mais notre site internet, c'est surtout une énorme base de données qu'on a améliorée ces 2 dernières années. Il y a 2 ans, on présentait la rubrique personnalité où on proposait 20 000 personnalités, 20 000 fiches. Maintenant, on en propose 32 000 qui sont toutes croisées avec leurs jeux, avec les sociétés. On propose aussi des fiches de 1700 sociétés avec tous les jeux qu'elles ont produits, qu'elles ont créés.
Donc ça a été un énorme travail là-dessus. On a aussi essayé de rendre ludique notre base de données, c'est-à-dire que par exemple pour les sociétés, on propose maintenant un atlas où vous pouvez vous promener sur la carte du monde et chercher une société qui travaille au Japon ou aux États-Unis. Comme ça permet de découvrir justement l'histoire de ces sociétés, où est-ce qu'elles travaillaient, etc. On travaille aussi, on a lancé l'année dernière une énorme rubrique sur les magazines. Alors ça me permet de dire que beaucoup nous confondent avec Abandonware Magazine, mais nous ne sommes pas Abandonware Magazine, même si on a fortement travaillé avec eux. Sur notre site, on propose un moteur de recherche qui vous permet de retrouver parmi 10 000 numéros, plus de 80 000 articles. Et ça, c'est un énorme travail que nous avons fait pour justement faciliter la recherche. Il suffit de chercher le nom d'un jeu, le nom d'une personnalité. On vous ressortira tous les articles qu'on a recensés. Bon, on a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est déjà pas mal, je crois. Et voilà, donc l'avenir pour nous, pour 2020, eh bien, on va améliorer le côté ludique de cette base de données, puisqu'on va essayer de faire des timelines pour présenter l'histoire d'une saga, l'histoire d'une société. Et puis, on va aussi permettre très prochainement de pouvoir jouer à ces vieux jeux dans des navigateurs, puisqu'on a les technologies pour, et on aura quelques petites surprises, je l'espère, parce que ça se fait déjà chez nos concurrents ou amis américains comme archive.org, mais nous on aura notre petite spécificité, bien entendu. Et puis 2020 pour nous, ça va être nos 20 ans, donc on va essayer de faire un petit quelque chose, un petit événement pour fêter tout cela. Voilà. Merci. Non, alors oui, pour continuer, on va passer à la troisième table ronde là dans 5 minutes. Très rapidement, je vais vous montrer quelques exemples. Je vais le faire vite parce que on n'a pas beaucoup de temps. Et puis surtout, on pourra en reparler plus tard. Quelques exemples de produits, d'objets ou de documents qu'on a au CNJV. C'est toujours bien de voir en réel, si on peut dire, le type de ressources. Là, je vais essayer de rester dans la lumière. Il y a passé surtout les documents qui sont dans la lumière. Là, je vous ai préparé simplement des ressources graphiques, en fait. Chez nous, c'est pas des jaquettes, mais c'est les projets de jaquettes. Là, c'est autre chose. Alors là, par exemple, vous avez des projets de jaquettes de jeux qui sont dessinés au crayon ou qui sont peintes. On a des techniques, vous voyez, à l'époque, on faisait pas ça sur écran, sur ordinateur. C'était fait entièrement à la main, en fait, dessiné avec les techniques traditionnelles. Ça, c'est des produits qui viennent récemment des ressources de chez Infogrames avec des mises en page de propos de jaquettes. Là, on est même au stade du rough général, parce que là, c'est pour Bob Moran, c'est une jaquette. Vous voyez, on en est au stade vraiment du rough. Là, c'est des jaquettes de Bob Moran c'est des prototypes. C'est ce qu'on appelle les chromalins, en fait. C'est les essais de couleurs qui sont faits avant l'impression. Même chose pour Opération Jupiter. Encore un Bob Moran. Là, c'est même pas les chromalins, c'est encore les illustrations d'origine. L'année dernière, on avait montré d'autres jaquettes, en fait. Voilà, ça, c'est une partie de ce qu'on a. Ce qu'on a également aussi chez nous, c'est la manière dont on travaille avec les graphistes, en fait. C'est-à-dire que c'est pas je t'envoie un mail, tu m'envoies ta pièce jointe avec un coût du transfert à 1,5 giga pour ton ref. C'était je vais t'envoyer un Polaroid par la poste et puis tu me diras si ça te plaît et puis on va essayer de passer à la version au propre. Donc ça, c'est un type d'objet graphique. D'autres types d'objets, on a énormément de photos. Alors, ça soit des diapos, ça soit des photos en papier, etc. Mais on a aussi des planches contact. Là, par exemple, vous avez une planche contact qui a servi avec tout le personnel d'Infogrames dans les années
86, 87, quelque chose comme ça. J'avais besoin de personnages pour des jeux. Je suis allé à Lyon, j'ai pris tout le monde dans un bureau, un par un. Je leur ai dit, moi j'aurai les droits, on n'aura pas volé la photo. À l'époque, il n'y a pas de banque d'images, avec 1 milliard de personnages fictifs. Là, il fallait les prendre. Donc, j'ai fait défiler toute la société, ce qui permet d'avoir Bonnel avec les cheveux, par exemple. Donc là, c'est des diapos, on va zapper. Puis on a aussi des éléments plus curieux, enfin plus curieux, c'est pas plus curieux, mais c'est tout ce qui est, voilà, par exemple là dans les archives d'infogrammes, j'ai récupéré un carton, enfin pas un carton, mais une cassette avec des EPROM. Alors qu'est-ce qu'il y a sur les EPROM, honnêtement, là pour l'instant je sais pas du tout, je sais même pas ce que ça peut être. Et puis on a des... Là, tout à l'heure, pendant la table ronde, on va avoir Laurent Veil. Il se trouve qu'une de mes sociétés, qui était E-Tech Production, a développé pour Loriciel Crazy Shot. Crazy Shot, c'était un jeu qui servait avec le phaser. Ils avaient mis un pistolet en plastique qui permettait de viser sur l'écran avec plus ou moins de précision. On avait développé, alors ils avaient développé un jeu de western, et nous, on avait développé un jeu de fête foraine, en fait. Alors, vous voyez le type d'archives. Là, c'est des projets d'illustration. Là, on a des photos d'écran qui servaient pour le jeu. En fait, on trouve tout un carton chez nous avec enfin 1 kilo de papier en fait. Là, ils ont été reliés. Fusillade chez Loriciel. Je ne sais pas quel article de presse c'est exactement. Je pense que c'est le côté du phaser qui était mis en avant. J'ai dit que j'allais aller vite, donc je vais aller vite. Ça, c'était ça, le fameux pistolet, en fait. Voilà. Bon, je vous dirai pas tous les déboires que le Loriciel a eu avec ce pistolet. Mais dans ces archives, et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on peut continuer longtemps. On a aussi, là, par exemple, vous avez une boîte entière de Crazy Shot, de disquettes. Alors, vous avez des disquettes 3 pouces, vous avez des disquettes 3 pouces et demi, vous avez des disquettes 5 pouces 1 quart. Vous voyez, quand il faut travailler sur un fond comme ça pose aussi effectivement des problèmes techniques pour savoir si sur les disquettes il y a encore quelque chose, si elles sont vierges, enfin si elles ont été effacées, si elles sont moisies. Vous voyez, on est confronté à toutes ces problématiques-là. Et puis, on a aussi énormément de choses qui sont de l'ordre de la financier, avec, là par exemple, on a vu tout à l'heure Carole Faure qui est intervenue, là, j'ai retrouvé son CV. Qui a dit non? J'ai retrouvé aussi le CV de Christian Loisel, par ailleurs. Et puis on a aussi des produits, là par exemple, on parlait de dessins animés, et là par exemple c'est pour les Schtroumpfs, où on retrouve les décors avec les traditionnelles perforations pour le dessin animé qui permettaient de stocker de caler les dessins de manière figée avec les dessins de l'animation proprement dit qui viennent se superposer. Donc là, c'est des morceaux de décor en modèle en fait, qui sont pas en fait, qui n'ont pas servi réellement. Enfin, vous voyez, on a des choses extrêmement variées. Et là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Daniel Macré là dans la salle qui a eu la gentillesse de venir en trottinette depuis où il habite. Et l'année dernière, on a fait connaissance avec Daniel au colloque, il était venu, et à la suite de ça, on s'est rencontrés, il nous a déposé au CNJV des produits qu'il a développés. Alors, il y a effectivement après, pour classer, je vous dis pas. Il y a effectivement certains produits finis, mais il y a aussi ces cahiers avec les équations, comment représenter le circuit de telle course avec les contraintes de l'époque, parce qu'on a parlé de game design tout à l'heure, mais quelquefois le programmeur, lui, il avait une raison d'être le game designer, parce qu'en fait tout le logiciel tenait sur la prouesse technique de faire par exemple un jeu de bagnole qui tourne sur une machine qui a 48K ou 128K, mais c'était ça le challenge. Donc à partir de là, c'est comme Alone in the Dark, ça fait de la 3D temps réel, ça c'est extraordinaire, etc. Donc on repose sur quelque chose de très précis. Voilà. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Vous voyez, et par exemple, pour rester sur quand même les exemples de Daniel, il avait aussi des bouts de compta. Il me dit non mais ça c'est pas la peine que je te le donne, c'est pas intéressant. Si c'est très intéressant.
Parce qu'un chercheur qui travaille sur l'économie de cette époque-là, il va trouver dans des éléments comptables des feuilles de paye, des coûts, des fournisseurs, éventuellement des conflits, des quantités de dupliqués. Vous voyez, on va trouver un maximum d'informations que les gens n'imagineraient pas nécessairement, pour lesquelles les gens n'auraient pas d'intérêt. En fait, mais non, ça on le balance, c'est pas la peine, c'est pas du design. Ou, voilà. Non, si, c'est toujours très intéressant. Et je m'arrête là parce que je pourrais continuer des heures. Merci Bertrand.